Monsieur Lenègre, bonjour et merci de nous recevoir dans ce magnifique cadre avec l'exposition Portraits et châteaux dans le Morbihan. Alors, dites-nous-en un tout petit peu plus, parce que finalement, c'est une histoire sur à peu près un millénaire. Alors, ce qu'on a voulu faire avec cette exposition Portraits de château, c'est proposer une perspective du Xe au XIXe siècle, de l'évolution à la fois architecturale, mais aussi des fonctions des différents châteaux. Donc on présente 11 châteaux dans le courant de l'exposition, depuis le château, la mode féodale, du Xe, XIe siècle, jusqu'au château d'agrément du XIXe, le château néo-gothique, avec le château de la ville Quesnot. Donc là, ce qu'on a voulu montrer, c'est comment, avec les différentes fonctions qu'occupe le château, l'architecture évolue, comment également, tout au long de cette période, le goût également évolue avec l'arrivée de la Renaissance, ensuite l'architecture classique, et après, effectivement, 19e, des réalisations qui puisent aux sources du Moyen-Âge, néo-gothique, etc. Mais alors, quels ont été les critères? Parce qu'il y a quand même pas loin de 900 châteaux dans le Morbihan, avec, je suppose, autant de possibilités. Alors, comment le choix, il s'est fait comment? Alors, ce qu'on a voulu faire, d'une part, c'est montrer la richesse du Morbihan de ce point de vue-là. C'est vrai que quand on pense au château, souvent les références qui viennent, c'est la vallée de la Loire. Là, ce qu'on a voulu montrer, effectivement, c'est que dans le Morbihan, le département du Morbihan, avait toute sa place aux côtés de ces références. À peu près 900 châteaux. Alors, on présente plusieurs cartes dans le courant de l'exposition qui montrent que sur l'ensemble du territoire, il y a beaucoup de manoirs et de châteaux qui ont été construits. Comment on a sélectionné? D'une part, par période, par fonction, évidemment. Alors on va montrer aussi bien la mode féodale, le château, le manoir du Bondon, donc, qui est un ancien manoir qui est transformé en couvent, des châteaux comme Josselin et le château de Pontivy. Après on va avoir le château usine, comme le château des Forges des Salles à Sainte-Brigitte. Voilà des fonctions particulières, là, pour celui des Forges des Salles par exemple, qui montre qu'au XVIIe siècle on a une industrie qui se développe dans le nord du département, et que le château a aussi, on va dire, cette fonction-là. Et pour finir, effectivement, le château d'agrément. Alors, ce qu'on a voulu aussi, c'est montrer des réalisations sur l'ensemble du département pour montrer que, où qu'on soit sur le territoire du département, on a de beaux monuments à voir. Et évidemment, l'objectif, c'est que le visiteur, qui a accès à une petite introduction sur ces différents châteaux, ait après envie de se rendre sur place pour les voir. Et de les voir en vrai. Tout à fait, avec les éléments qui permettent de mieux les comprendre. Alors, on va revenir un petit peu justement sur la mode castrale. Il ne doit pas en rester énormément. Alors là, celui qu'on présente particulièrement, le camp des Rouets à Mohon, c'est un site où il n'y a plus, évidemment, il n'y a plus que le château, la plupart étaient déjà en bois. Exactement. Et donc, alors c'est un site en fait archéologique. Et si on en voit encore quelques traces dans le paysage, évidemment les structures ne sont plus là. Bien sûr, oui. Donc nous on a voulu présenter à cette occasion-là quelques objets d'époque pour montrer ce qu'était aussi la vie dans le Moyen-Âge. Voilà, dans ces modes castrales à l'époque. Et puis également un petit film qui montre une mode castrale reconstituée pour vraiment voir de façon concrète à quoi ça ressemble. Bien sûr. Mais la noblesse est ici importante dans le Morbihan. Alors, parce que qui dit autant de châteaux, en principe quand même, c'était des gros propriétaires terriens, voire des nobles. Oui. Alors il y a, naturellement. Là, quand on présente effectivement le château de Josselin et le château de Pontivy, c'est la famille de Rohan, qui a fait construire ces deux bâtiments majeurs. On présente de toute façon pour chaque château soit la personne qui l'a fait construire, donc souvent effectivement un noble, soit l'architecte qui l'a construit. Effectivement, il y a eu beaucoup de belles réalisations. Souvent c'est effectivement souvent le fait de familles aristocratiques. Évidemment, quand on arrive au moment du 19e siècle, on a également, et d'ailleurs également les industriels, sur la région, on montre également pour le 18e que dans la région de Lorient, des marchands entrepreneurs aussi construisent des châteaux. L'entreprise a pris le dessus, je dirais, sur notamment c'est le cas du manoir l'aristocratie terrienne. Enfin, disons que ça évolue au fur et à mesure du temps également. Mais c'est vrai que la majeure partie de ces réalisations sont le fait de familles nobles. Effectivement.
Mais c'est dû à quoi? Au fait que c'était quand même un duché très important, ou il y a plus eu une migration avec le rattachement à la France? Bah, ce dont on se rend compte, c'est que... Parce qu'en voyant le nombre de constructions, on peut quand même à peu près juger ce là, qui était de l'ancien duché et ce qui est devenu après français, je veux dire. bah, disons que là, c'est assez réparti. Évidemment, toute la première partie, on a 5 châteaux que l'on présente qui sont issus de la période antérieure. Donc Sussigno, effectivement, qui est construit à partir du XIIIe siècle et qui évolue beaucoup au XIVe, XVe, qui là est un château ducal. Les 2 châteaux de la famille de Rohan, eux, sont construits tout début XVIe siècle, donc c'est avant effectivement cet épisode. Et après, on bascule effectivement avec le château de Talouette dans la deuxième partie du XVIe siècle, et là, on est après. Donc c'est équilibré, en fait, on présente autant de châteaux avant qu'après. Oui. Alors, Quasiment. je vois qu'il y a marqué les papiers de Jeanne Vicente. Alors j'ai été quand même un petit peu voir qui c'était, parce que je ne sais pas tout. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que finalement ce sont des manuscrits du XVIIIe siècle. Alors là, Alors, pourquoi mettre l'accent, je dirais, sur cette personne? Alors, ce qu'on voulait, c'est, on va dire, en accompagnement de cette exposition, proposer des actions, tout simplement, au public, dans les châteaux eux-mêmes. Donc, on a demandé à une artiste de préparer un spectacle, de lecture de documents, notamment, autour de cette personne-là, qui est une personne qui a vraiment existé. Et cette performance-là va être réalisée au sein de 4 châteaux dans le département. Et ça, ce sera plutôt sur 2020. Voilà, parce qu'il était important pour nous également de concilier évidemment, tout ce qui est patrimoine avec la création, de façon à montrer que ces documents-là, qui sont des documents patrimoniaux, peuvent irriguer également la création contemporaine et permettre au public aussi de mieux comprendre, d'entendre faire une aussi, immersion. Voilà, Mais pourquoi ce choix-là? Parce qu'à la limite, il y avait plein d'archives, quoi. Après, oui, il faut faire un choix à un moment. Oui, il faut faire un choix à un moment, mais pourquoi celui-là particulièrement, qui n'est pas nécessairement vraiment représentatif pour le Morbihan? Alors là, c'est parce que, effectivement, pour cette période-là, on va avoir beaucoup plus d'archives, effectivement, sur la période du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'au XVIIIe siècle, les principaux seigneurs se posent la question de savoir quels sont leurs revenus. Parce que, on constate qu'il y a une crise dans les revenus seigneuriaux. Donc ils reprennent toute leur documentation et ils produisent, effectivement, pas mal d'archives qui, quand tout s'est bien passé, souvent nous est parvenu, beaucoup plus que pour les périodes antérieures. Donc c'est vrai que le 18e est quand même beaucoup plus riche peut-être en archives, riche obligatoirement. Mais surtout plus complet. Enfin, on aura un tableau plus près de nous, plus large. Voilà. C'est sûr que on gagne quelques siècles et c'est plus près de nous. On peut même avoir quelques correspondances d'ailleurs pour cette période-là, pour la période du 18e, ce qu'on n'a pas forcément évidemment pour les autres. Et là, vraiment, on rentre dans le quotidien. Dans le quotidien. Alors, il y a également une très belle mise en évidence du salon de Kerguéhennec. Oui, alors, un des objectifs pour cette exposition, c'était... Qui ne rentre pourtant pas dans les 11 châteaux choisis, du fait qu'il est propriété... C'est un 12e, voilà. C'est un 12e, puisqu'il est propriété également du département. Quoi. Alors, il n'y a pas de développement spécifique dessus, c'est plus une immersion. C'est-à-dire, quand je parle de 11 châteaux, c'est qu'on a fait un petit zoom avec une description d'une période sur ces châteaux-là. Là, par contre, c'est uniquement visuel. C'est-à-dire, on donne à voir ce qu'a pu être le salon de Kerguéhennec au 18e, à la fin du 18e, et ensuite à la fin du 19e. L'état de la fin du 19e étant le plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui quand on se rend au domaine de Kerguéhennec. Voilà, alors ça c'est un des objectifs de l'exposition, c'est vraiment inviter le visiteur à un voyage dans le temps, c'est-à-dire pour chaque château une ambiance particulière et une tentative, on va dire, de faire revivre en fait les conditions de l'atmosphère de l'époque. Voilà, quand on visite, quand on arrive sur un château, on rentre dans le château, il y a une espèce de module comme ça qui a été réalisé avec la façade en grand. Et après on découvre un intérieur qui est d'époque, avec un personnage de l'époque qui nous accueille, un petit développement sur l'époque qu'on a choisie, des éléments d'architecture qui sont
il y a toute une remise en contexte graphique, à la fois géographique, chronologique, mais aussi de l'architecture. Et après, on découvre les documents qui ont été écrits à l'époque, des objets d'époque, qui permettent comme ça de se projeter dans la période concernée. Et pour Kerguelen, effectivement, de même que pour Sussigno, on a voulu mettre au point des dispositifs numériques qui permettent de voir ces endroits comme on ne pourrait pas les voir autrement. Oui. Voilà. Ça, c'est le deuxième objectif. Avec vraiment l'évolution des restaurations également, notamment pour Sussigno, qui était quand même une ruine. Exactement. Ruine. Oui, tout à fait, comme on le voit. Voilà, deux objectifs. Un voyage dans le temps, et l'autre objectif, c'est donner à voir. C'est-à-dire que ce sont des établissements monumentaux, et donc on voulait, via l'accrochage qu'on a choisi, montrer cette monumentalité. On présente avant chaque château un petit film de drone qui montre à la fois la vue d'en haut et la vue de détail. On voulait vraiment représenter ces différentes échelles, à la fois le site comme on ne peut pas le voir à l'œil nu, c'est-à-dire vraiment dans son contexte, et tous les petits détails architecturaux qui souvent sont très hauts et qu'on ne peut pas observer aussi. Qu'on ne voit pas plus. Oui. Voilà. Et bon, l'esprit des dispositifs numériques, c'est ça, c'est vraiment voir. De toute manière, vous mettez à disposition des tablettes éventuellement. Oui. Pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus, je suppose. Alors la tablette qui accompagne la visite a deux vocations. Alors il y a un mode qui permet effectivement d'avoir peut-être un peu plus des informations que ce bonus, qu'on voit. Voilà, exactement, pour les différents châteaux. Et pour les familles, les visiteurs qui veulent aussi passer un moment plus ludique, il y a un petit jeu qui permet pour chaque château de répondre à quelques questions. On invite par exemple le lecteur à lire des documents d'époque. Alors évidemment, il y a des petits pièges, c'est-à-dire que l'écriture à l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc on l'invite à deviner ce que veut dire le mot en mettant des expressions proches. Et l'objectif, effectivement, c'est de... Alors, on met le visiteur dans la situation d'être dans une machine à remonter dans le temps qui l'emmène d'un château à un autre de façon aléatoire. Et donc il doit répondre à un certain nombre de questions pour pouvoir réparer la machine et donc revenir à l'époque d'aujourd'hui. Bon, c'est très ludique, effectivement, et ça va sûrement intéresser, je veux dire, capter l'attention de plus de personnes qui ne seront pas devant des choses figées. Quoi. Ça permet d'interagir, voilà exactement. Ils ont l'impression de rechercher quelque chose aussi dans le contenu que l'on propose. Bon, il y a deux niveaux, un niveau effectivement plus dédié aux familles, qui est un peu plus simple, et ensuite un niveau défi où il faut répondre aux questions en un temps limité. Alors nous voici dans Vannes, parce que le manoir du Bondon, on peut encore le voir, en partie tout au moins. Un petit mot pour nous expliquer comment de manoir donc particulier, privé, il est arrivé établissement religieux. Alors c'est un manoir qui effectivement était à la périphérie de Vannes à l'époque, sur le long d'une route la rivière Bondon, très fréquentée, on va dire. C'est d'abord une résidence aristocratique qui ensuite devient, sous l'impulsion du duc de Bretagne, un couvent de carmes dans les années 1425. Et le site continue d'évoluer, et donc dans les années 1460, ce sont des carmélites qui sont installés sous l'impulsion de Françoise d'Amboise, oui. Voilà, qui a été duchesse de Bretagne. Qui a pris le voile. Voilà, qui prend le voile, comme c'est écrit, effectivement, en 1468, après l'installation des carmélites en 1464. Alors ce couvent-là, par contre, ne dure pas très longtemps, puisque en 1476, Françoise d'Amboise part, et en 1479, le couvent de Carmélites est abandonné par les Carmélites. Ah bon. Voilà. Alors, comme on le voit sur le petit film qu'on a présenté, il y a eu des fouilles très importantes en 2007-2008 qui ont été réalisées, dont on présente finalement le résultat, qui montre que on avait affaire à effectivement de la céramique de très bonne qualité, et on a retrouvé des objets très intéressants sur cette fouille, qui nous a permis également de mieux comprendre comment était constitué à l'origine cet établissement. L'état effectivement qu'on connaît aujourd'hui n'est pas celui qui a été dans le cours du temps. On présente également quelques documents qui sont un peu plus tardifs. Ça c'est une copie plus tardive, mais d'un document qui a été donné à l'époque où les carmélites sont encore présentes. On est en 1469, c'est un don du duc de Bretagne. Et maintenant, le manoir du Bondon, c'est quoi? C'est une propriété privée, ouais, tout à fait.
Et sans avenir particulier? Bah, Apparemment, parce que c'est quand même une richesse. Maintenant, il est en plein cœur de la ville. Ou oui, tout à fait. C'est-à-dire que la ville, oui. effectivement, a progressé tout autour. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le couvent en question s'est déplacé. Hein, on voit, il est abandonné en 1479. Et ensuite, donc, en 1513, les carmélites font des démarches pour se réinstaller à Vannes, dans un nouveau lieu. Et donc, ça va être la construction du couvent Notre-Dame de Nazareth, celui que l'on connaît aujourd'hui, dans lequel les carmélites s'installent en 1529. Que diriez-vous pour inviter les jeunes, notamment les jeunes générations, à visiter ce genre d'exposition? Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Oui, c'est une exposition qui permet... Alors, on a essayé d'avoir un discours qui est très graphique, et qui permet tout de suite de se mettre dans l'ambiance. Et donc l'idée, c'est que en parcourant cette exposition, on apprend en fait finalement des tas de choses sans forcément s'en rendre compte, on va dire. Voilà. Oui. Il y a beaucoup d'éléments graphiques que l'on a cherché à placer. Ça permet également de passer visuellement, on va dire, un moment très agréable, puisque elle est très belle. L'observation des objets, les grandes façades, l'appli multimédia évidemment, qui permet en plus de jouer avec le contenu, fait que comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de donner envie après d'aller voir sur place, et surtout quand on se promène dans le département et qu'on voit ces monuments, d'avoir quelques clés de compréhension qui permettent d'être plus... Avoir des réponses à certaines questions. Voilà, tout à fait, de mieux comprendre ces monuments. C'est là-dessus qu'on va conclure. Je vous remercie. Merci à vous.